J'ai choisi de vous parler de Zendesk pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une réussite exceptionnelle, avec une équipe partie de Copenhague, qui s'est ensuite déplacée aux États-Unis, à Boston, et enfin dans la Silicon Valley avant de s'introduire en bourse. C'est une réussite exceptionnelle d'une start-up européenne, et c'est aussi le reflet qu'on peut réussir sans avoir un domaine particulièrement sexy. Et pour vous en convaincre, nous allons nous appuyer sur l'excellent livre du cofondateur de Zendesk, Michael Svane. Nous travaillerons en 2 temps. D'abord, on verra comment utiliser les fonctionnalités du SaaS dans un secteur négligé jusqu'alors. Et ensuite, dans un 2e temps, une fois qu'on a essayé de révolutionner son industrie, comment finalement on cherche à s'adapter à la réalité du marché pour répondre à sa communauté et puis aussi pour conquérir de nouveaux clients au-delà du premier cercle de gens intéressés par les nouvelles technologies. Alors Zendesk a un cas intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que Michael Svane était en fait vendeur et consultant dans le domaine du logiciel de la relation client. Alors il faut savoir qu'avant Zendesk, comme dans beaucoup d'autres domaines de la vente de logiciels en entreprise, c'était les directions informatiques qui décidaient, sans consulter ou alors à la marge les différents métiers, qui allaient être en dernier lieu les utilisateurs de ces mêmes outils. Donc on arrivait à des solutions paradoxales, et c'est encore une réalité malheureusement dans beaucoup d'entreprises, où les personnes qui allaient utiliser les outils n'étaient pas celles qui décidaient quel outil acheter. Ensuite, Zendesk prend un domaine jusqu'alors négligé par les nouvelles technologies. On était encore avec des solutions imparfaites, et Zendesk est arrivé avec une seule obsession, offrir quelque chose de simple et d'intuitif à un problème extrêmement répandu: comment gérer la relation avec ses clients dès lors que les canaux de communication sont à l'heure actuelle complètement éclatés, et comment garantir un système de suivi et de traitement des demandes des clients de manière efficace. Et ça a été l'obsession vraiment dès le départ de Michael Svane et des cofondateurs de Zendesk. 4e élément, très intéressant dans le cadre de Zendesk et des premiers temps des cofondateurs, c'est qu'à un moment donné, dès lors que l'argent tarde à rentrer, eh bien il y a la tentation de reprendre son ancien boulot de consultant, d'accepter des missions pour payer les factures, rassurer un peu sa famille également, mais on voit très bien, avec ce qu'en dit Svane, c'est qu'en fait, eh bien, il vaut mieux rester focalisé sur ce qu'on fait et privilégier l'action chaque fois que c'est possible. Plutôt que les vaines réflexions, autant lancer directement une version qui est inaboutie, mais qui permettra d'apprendre de ses premiers utilisateurs. Ce que j'aime enfin beaucoup dans le discours des cofondateurs de Zendesk, c'est de dire que finalement, les choses qui arrivent, comme la première levée de fonds qui se fait auprès de proches, comme les occasions manquées au départ avec des investisseurs américains, comment chaque étape de la vie d'une entreprise est plus importante que les petits détails. Donc en levant des fonds, vous rentrez déjà dans une autre catégorie de start-up. Et c'est à peu près pareil pour toutes les grandes étapes de la vie de Zendesk. Avec beaucoup de recul, Michael Svane dit un peu l'important de cheminer et d'accomplir des grands blocs plutôt que de se perdre dans les détails, et de notamment sur la première levée de fonds avec des investisseurs extérieurs, en se perdant dans les détails, risquer de faire capoter quelque chose qui se révélera plus tard comme un jalon très important dans la vie de l'entreprise. 2e point, et c'est assez bien décrypté par les cofondateurs de Zendesk, c'est que l'obligation de lever des fonds est très liée en fait à la réalité du modèle SaaS. Avec le modèle SaaS, vous vendez de l'abonnement mensuel. Donc ce que vous rentrez comme argent va souvent être très inférieur, soit au prix d'acquisition que vous avez investi pour faire venir le client vers votre offre, soit au coût réel du développement de l'application. Donc c'est ce qui explique qu'il est capital d'avoir énormément de cash, et donc pour avoir du cash, outre le fait de lever des fonds à un moment donné pour grandir plus vite, quand on a trouvé un système qui est efficace, il faut lever des fonds pour accélérer sa croissance avant que des concurrents ne prennent le pas, et ben on va chercher à optimiser la valeur du client sur son cycle de vie, c'est-à-dire le temps où il utilise la solution doit être supérieur au moins 3 fois à son coût d'acquisition. Donc c'est pas gênant d'investir 100 € pour recruter un client s'il vous rapporte 300 € les mois suivants. De même, et là c'est un autre levier très important du modèle SaaS, c'est comment vous allez faire pour minimiser le temps qu'il vous faut pour amortir le coût d'acquisition. Prenons 2 scénarios. Imaginons un client qui vous a coûté 25 € à acquérir. Il va
payer pour, mettons, 100 € de service, mais ce sur plusieurs années. Si c'est 5 ans, s'il met 5 ans à dépenser 100 €, ça veut dire qu'il va vous falloir 15 mois, plus d'un an, pour amortir le coût d'acquisition. En revanche, si vous mettez 25 € pour acquérir un client et qu'il dépense 100 € en moins d'un an avant éventuellement d'abandonner votre solution, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, il commence à être rentable pour vous. Donc réfléchissez toujours sur ces deux plans. Valeur du client par rapport au coût d'acquisition et temps nécessaire pour amortir le coût d'acquisition. Et c'est avec ces deux leviers que vous pourrez optimiser votre modèle de revenu. Alors Zendesk était arrivé avec l'ambition de démocratiser complètement la relation client et ils y sont parvenus. En retour, ils ont créé autour d'eux une communauté extrêmement loyale d'utilisateurs, à la fois des gens qui jusqu'alors n'avaient pas accès au logiciel de CRM et puis des grands comptes progressivement. Donc c'est assez amusant de voir qu'avant même de lever des fonds, la première fois que Michael Svaney va aux États-Unis dans une fête dans la Silicon Valley avec un t-shirt Zendesk, toutes les startups, notamment des gens de Twitter, viennent le voir en lui disant "Oh, c'est toi, c'est super ce que vous faites avec Zendesk." Donc il était déjà en terrain conquis alors qu'ils étaient encore dans un appartement à Copenhague. Et ce, parce qu'ils ont pris à bras le corps quelque chose qui était perçu comme pas du tout sexy et comme extrêmement chronophage, gonflant, et qu'ils l'ont démocratisé, simplifié et rendu intuitif. Mais à mesure que vous avez une communauté loyale, vous pouvez pas vous permettre de changer subitement les règles du jeu. Et c'est ce qui s'est passé au moment où Zendesk a introduit tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Ils ont cherché à modifier leur prix. Il y a eu des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux, de nombreux articles négatifs dans la presse spécialisée, et après plusieurs réunions de crise, Michael Svaney et les cofondateurs de Zendesk ont décidé de revenir en arrière. Le problème principal au travers de cette affaire, c'était de changer les prix pour des clients qui étaient déjà sous contrat et qui avaient souscrit à un certain niveau de tarification mensuelle. Si du jour au lendemain vous changez les prix, vous aliénez votre communauté. Et même si, selon les cofondateurs de Zendesk, c'était pour faire une tarification plus claire. Donc Michael Svaney a fait machine arrière avec un message intitulé "Sorry, we messed up", et plus tard, pour se souvenir de ce moment fondateur, ils se sont même amusés à éditer des t-shirts avec les meilleures insultes qu'ils avaient reçues à cette occasion. Donc c'est comment on retourne finalement une solution bien mal engagée et comment le fait même que l'ampleur des réactions révèle l'attachement d'une communauté au service que vous proposez. C'est seulement à ce moment-là que les cofondateurs de Zendesk ont pu mesurer tout ce que leurs produits apportaient à leurs utilisateurs. À mesure que Zendesk s'est développé, elle a dû revenir aux bonnes vieilles méthodes. Et notamment, une fois que les personnes les plus sensibles aux nouvelles technologies étaient séduites, il a fallu, alors que au départ il n'y avait aucun commercial, recruter des commerciaux pour faire du travail de conseil, d'évangélisation, de sensibilisation pour tous les types de clients, à la fois les petites entreprises et les grands comptes. Et puis, sur le plan des relations clients, Zendesk est en position de force pour voir ce qui fonctionne auprès des clients. Et sans surprise, l'empathie et la capacité à rendre humain une relation commerciale, à rendre personnelle une relation commerciale, c'est ce qui marche auprès des clients. Là aussi, c'est un peu paradoxal. On peut jouer énormément sur certains codes. Alors, de manière amusante, Michael Svaney nous parle de fausses fautes de frappe qui rendent les messages plus naturels. Il explique aussi que pendant longtemps, le personnage fictif de Jennifer Hansen a eu extraordinairement de succès alors qu'il était complètement inventé. Et régulièrement, des clients se revendiquent heureux d'avoir pu négocier certaines conditions particulières avec Jennifer Hansen de Zendesk. Et enfin, dernier point, personnaliser vraiment les choses, et notamment quand vous avez des règles qui sont un peu édictées de manière par exemple Zendesk au départ avait décidé de ne jamais rembourser les sommes déjà payées, donc d'avoir aucune politique de remboursement, notamment pour les gens insatisfaits. Eh bien, ils ont appris, en fonction du contexte, en fonction de la personne, à revenir sur cette règle plutôt que d'apparaître comme buté. Après tout, même avec les meilleurs outils de relation client, c'est toujours le regard humain qui est capable d'apporter la meilleure solution possible.